Alors bonjour, bonsoir plutôt, honorés confrères et consoeurs du Liban, du monde francophone. Aujourd'hui, on a une soirée euh, extrêmement intéressante avec un conférencier de qualité, Dr Alain Romanos. Et j'ai le privilège de co-présider cette séance avec les docteurs Simon Abinejm, Martin Bogart, Georges Khoury et à présence aussi du professeur Khoury, Tony Khoury. Je suis ravi de reconnecter avec le Liban. Je suis aussi dans une certaine excitation parce que ce qu'on a vécu avec le Liban ces derniers temps a été une terrible expérience pour le monde entier. On a suivi les événements du Liban avec beaucoup de tristesse et on a vu en tout cas ici au Maroc un mouvement juste exceptionnel où on avait le jour de l'événement et les jours qui suivent Monsieur Tout le Monde sur la corniche de Casablanca avec des drapeaux libanais, ce qui a été réellement extrêmement touchant en termes de solidarité. Nous espérons réellement que ce pays exceptionnel, magnifique, puisse être à l'abri de toutes sortes de problèmes dans l'avenir et Dieu vous garde, vraiment Dieu vous garde. Euh, Est-ce que le son est bon de mon côté ou pas? Vous pouvez me confirmer? Oui, c'est parfait, Jafar. C'est très bien. Alors, aujourd'hui, je disais que je voulais remercier mes co-panélistes, mais aussi introduire cet excellent conférencier et ami depuis 25 ans, docteur Alain Romanos. J'ai eu beaucoup de bonheur à le connaître et ça a commencé quand il a fait ses études de dentisterie à Bruxelles. Il est diplômé de l'Université libre de Bruxelles comme moi en 99. Juste 10 ans après moi, ça me fait un peu vieux. Et il a reçu son certificat et son master degree en parodontologie, département de parodontologie à l'Université d'Alabama, Birmingham, USA. Il est bien sûr diplômé of the American Academy of Periodontology. Actuellement, il est en pratique privée, parodontologie, implant, dentisterie esthétique à Antelias au Liban. Et il est partenaire aussi dans d'autres pratiques privées à Hamra et Beyrouth. Le docteur Romanos est engagé depuis pas mal d'années dans l'enseignement. Il a un titre d'assistant professeur en programme postdoctoral en parodontologie à l'université libanaise et il est aussi visiting assistant professor à l'université d'Alabama à Birmingham, USA. Il donne depuis un certain temps des conférences que je suis avec assiduité parce que je suis un fan de ce conférencier, de ce clinicien talentueux, principalement tout ce qui est technique de greffe utilisant l'alloderme, tout ce qui est les techniques conventionnelles avec conjonctif enfoui et purement manipulation tissu mou. Il donne des conférences exceptionnelles aussi sur l'esthétique sur implant dans la zone à problème qui est la zone antérieure. Il a des conférences aussi sur les complications, comment récupérer les problèmes d'implants, périimplantite, comment les récupérer cliniquement et je n'oublierai jamais la conférence qu'il nous a donnée à Casablanca sur ça, c'était juste un régal. En tout cas, aujourd'hui, il va partager avec nous un sujet qui est d'actualité, qui est la dentisterie mini ou micro-invasive, minimally invasive dentistry, ou minimally invasive surgery. Ce sujet est malheureusement très très mal compris par les jeunes praticiens. Et je vais vous donner juste un tout petit détail des réalités cliniques qu'on vit dans nos cabinets et qui vont très vite vous mettre dans le bain avec la conférence du docteur Romanos. La chirurgie, quelle qu'elle soit, minimalement invasive, il faut d'abord savoir faire de la chirurgie convenablement avant de penser au minimalement invasive.
une des choses dramatiques qu'on voit aujourd'hui dans les formations continues, c'est qu'on apprend aux jeunes qui n'ont pas envie d'apprendre à faire les choses convenablement, on leur apprend par exemple à mettre des implants en flapless et on leur sert ça comme étant de la chirurgie minimalement invasive. La chirurgie minimalement invasive, c'est une chirurgie qui doit avoir le fonctionnel, la guérison tissulaire, la guérison cellulaire. Il y a toute une série de choses qui sont intéressantes quand on ne traumatise pas les tissus avant de mettre des implants ou avant de faire un quelconque acte chirurgical. Le minimalement invasif, c'est tout ce qui est endoscopie en chirurgie générale, c'est tout ce qui est endoscopie pour le traitement des ATM, pour ne pas aller ouvrir et fermer, ce qui donne toute une série de problèmes post-opératoires importants. Bref, ne comprenez pas minimalement invasif comme étant simple. Ce n'est pas vrai. Et ce qui m'excite, moi, dans la conférence qui va suivre, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui gère les problèmes tissu mou, tissu dur dans les situations les plus complexes en implantologie et en chirurgie parodontale. Donc, s'il nous parle de chirurgie minimalement invasive, c'est vraiment que de la biologie. Et aujourd'hui, ça va être principalement de la piezochirurgie ou au piezoelectric surgery, parce que c'est le nom technique. Et il va nous montrer absolument tout ce qu'il y a moyen de faire. Et on aura l'occasion avec les éminents conférenciers aussi et scientifiques qui sont sur le plateau de commenter avec vous tout ça tout à l'heure et de prendre vos questions. N'hésitez pas à mettre un maximum de questions sur le chat. Comme ça, on peut les récupérer et on va se les distribuer entre les panélistes pour pouvoir vous répondre et vous donner les meilleures réponses possibles. Je te cède la parole, cher Alain. J'aurais pu continuer tellement je t'aime. Je pourrais continuer à dire plein de choses sur toi, mais on va laisser place à ta conférence et on est à l'écoute. C'est très gentil. Merci. Merci, Jafar. Introduction. C'est vraiment un grand honneur pour moi et d'être sur ce podium virtuel avec toi. Juste un petit mot avant de démarrer. Il était mon professeur à l'université de l'ULB et on faisait des stages dans tous les hôpitaux. Et moi, je choisissais toujours Saint-Pierre parce que je sais, Jafar est là-bas parce que j'ai appris tellement de choses. Il m'a appris tellement de choses que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, tu es une des personnes, grâce à toi, je suis là aujourd'hui à ce niveau-là. C'est très gentil aussi d'être avec mes amis Simon, Georges, le président Khoury, et merci Tony pour nous mettre tous ensemble ce soir pour partager un peu ce qu'on fait avec notre pratique quotidienne. C'est vrai que moi j'ai fait mes études en Belgique, mais depuis 2005 maintenant, je suis arrivé aux États-Unis en 99-2000 et depuis 2000 jusqu'à maintenant, je donnais toujours mes conférences en anglais. Donc, ça va être un peu marrant. Si je pose, tu vas me donner un coup de main, Jafar. Nous, on est tous dans ce domaine. Moi, j'adore cette diapo. Je l'utilise dans toutes mes conférences. Il est 8 heures au Liban. Je suis toujours à la clinique. J'adore mon travail et vraiment, c'est une passion pour moi. Quand je vais au boulot, je n'ai pas le sentiment que je suis en train de travailler. Je vais vraiment pour aider les gens et voir ces gens qui sont contents après ce genre de traitement qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec mes amis. Il y a Martin de Hollande. Il a un peu de problème de connexion. Si Tony, tu peux l'inviter à être sur le podium. Un grand ami que j'ai connu depuis les États-Unis, Simon, qui est à Genève, et Georges en France. C'est vraiment un grand, grand honneur d'être avec vous ce soir. Avant de démarrer, je veux vous montrer que les gens me demandent quel âge j'ai maintenant. En fait, je n'ai pas 45 ans, mais j'ai 47 jours. 47 jours parce que j'étais à la clinique le 4 août. Et ça, c'est moi, à la réception, je parlais avec le office manager et ça, c'est l'assistante. On était en train de discuter d'un cas de patient qui vient de quitter et boum, tout d'un coup, on a disparu. La bombe m'a jeté de 3-4 mètres. J'étais inconscient pendant 2-3 minutes. Un de mes patients qui est venu me chercher, ça c'est la clinique. La clinique, c'est juste quelques secondes après le bombe.
eu de la chance d'être Là, vivant. là, Et dans le même immeuble là où je suis, là, il y a un problème maintenant, Habibi. je suis au deuxième. Il y a le troisième qui est mon neighbor. Au troisième, il s'est décédé. Moi, j'ai eu quelques points de suture. La clinique est dans un état presque détruit, moitié de la clinique. Mais vraiment, quand on voit tout le dégât qui s'est passé à la clinique, je pense que vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, j'ai eu de la chance d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, on a eu une expérience, j'espère que personne dans le monde passe par ce qu'on a vécu. C'était vraiment quelque chose, je pense qu'on a eu, c'était quelque chose de vraiment, j'ai vécu la guerre civile au Liban, j'ai vécu vraiment tout, mais ça, c'était vraiment quelque chose de très, très spécial. Un des problèmes, c'est que vraiment, nous, on adore notre pays, on adore les gens. Jafar, tu as été pas mal de fois. Martin, j'espère que tu vas être très souvent. C'est un très beau pays. C'est vraiment, les gens sont très gentils. Le problème, c'est que c'est nos politiciens. Et une partie de ce problème, c'est que nous, les gens, une partie des gens votent pour ces gens qui sont corrompus, qui ne sont pas responsables et qui ont vraiment détruit le pays. On est en 2020 et là, j'avais un problème d'électricité. En 2020, on a toujours de problèmes d'électricité. Et j'espère pendant les 45 minutes qui vont suivre qu'il n'y aura pas une rupture d'électricité. Ceci étant dit, je veux passer tout de suite à mon sujet de ce soir. Et ce que Jafar a dit, vraiment, il faut faire attention quand on dit minimally invasive surgery dans notre pratique quotidienne. Parce que, en fait, c'est vrai, moi, le podium virtuel, c'est génial et tout, mais ça me manque de voyager, de rencontrer nos collègues à travers le monde. Et vraiment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas moi tout seul, c'est mon équipe qui est autour de moi. Malheureusement, on a perdu 3 de notre équipe qui ont quitté le Liban définitivement. On était 23, on est 20 maintenant, mais j'espère qu'ils vont revenir un de ces jours. Pour les gens qui sont intéressés de voir des films, des cas, on a une page qui s'appelle l'Ange Dental Academy sur Instagram où il y aura des cas cliniques et des vidéos de ce qu'on va discuter ce soir. Ce que Jafar a dit, c'est très correct. Et notre objectif primaire, surtout pour les jeunes dentistes, quand on est en train de traiter les gens, c'est d'être vraiment prévisible avec nos résultats. C'est vraiment d'être prévisible dans le sens où il faut maintenir ce succès, faire les choses tous les jours et avoir un taux de succès dans les 97, 98, 99%. Et pas seulement ça, mais il faut vraiment des résultats à long terme. On ne veut pas avoir des résultats de 1 ou 2 ans. Et si on peut faire tout ça avec le minimum de complications, ça serait génial. Mais ça doit être notre but principal. Le but secondaire, si on peut faire ces choses-là en faisant moins de chirurgie, en faisant un peu moins de temps aux patients, en moins de swelling, d'enflement, moins de saignement, moins de bleu. Tout ça, ça serait génial si on peut faire tout ça. Et d'une façon qui n'est pas trop chère, parce qu'on vit dans une économie qui est un peu difficile partout dans le monde. Mais ça doit être notre objectif secondaire. L'objectif primaire, c'est d'être prévisible, de donner des résultats à long terme et pas de complications. Mais si on peut les faire d'une façon qui est vraiment pas invasive, les patients vont nous adorer. Ça serait génial. Et aujourd'hui, il y en a vraiment une documentation dans la littérature où, dans le temps, on faisait des external sinus lifts en n'utilisant que de l'os autogène. Aujourd'hui, on sait que toutes les études montrent que si on fait au lieu de faire des windows, des fenêtres qui sont trop larges, si on fait des petites windows avec de biomatériaux, on pourra avoir le même résultat. Avant, dans le passé, moi, quand j'ai fait mes études aux États-Unis, on faisait que de chin bone graft, le prélèvement d'os du niveau du menton. Je peux vous dire que petit à petit, on s'est passé du menton vers le ramus pour des raisons de douleur et d'enflement et de complications. Et maintenant, on passe du bloc vers plutôt les régénérations tissulaires guidées.
Donc, tout ça, si vous voyez l'évolution de toutes ces techniques, ça passe vraiment pour passer pour des choses qui sont moins invasives pour les patients. On faisait des cas de chirurgie d'orthognathie. Aujourd'hui, on fait plutôt du botox et du filler à ces patients. Je sais, ce n'est pas l'idéal, mais les gens vraiment cherchent à avoir moins mal, à avoir moins d'enflement, moins de saignement. Et même dans tout ce qui est greffe, on faisait plein de greffes gingivales, des free gingival grefts, puis on s'est passé vers les tissus conjonctifs, et puis maintenant on fait vraiment plein de cas d'utilisation d'alloderme ou de tissue engineering material. Donc le but de toute cette évolution de la dentisterie et de la chirurgie, c'est on passe vraiment à des techniques qui sont moins invasives et qui nous donnent vraiment des résultats prévisibles comme les techniques standards. Maintenant, la question de ce soir, pourquoi on va utiliser la piezo dans notre vie quotidienne? De un, parce que ça réduit les complications. Je peux vous dire qu'il y a moins d'enflement, il y a moins de bleu. Vraiment, quand tu utilises cette machine, il y a moins de saignement, moins de patients qui prennent moins des antidouleurs ou des anti-inflammatoires. Et donc, vraiment, on a des patients qui sont très contents. Vous faites la chirurgie et les patients vous adorent. C'est vraiment quelque chose de génial. Et je trouve que vraiment, quand vous voyez ces gens, et à la fin du traitement, tous ces gens ont eu des chirurgies, ont eu des implants, ont eu des greffes osseuses. Et ils sont là ce monsieur, il était en train de me faire un poème, l'autre qui me faisait un vidéo testimonial. Mais c'est vraiment ce qui va faire la différence entre vous comme chirurgien et le chirurgien qui est juste à côté. C'est vraiment la façon dont vous faites les choses, si vous la faites d'une façon qui est moins invasive. L'histoire de piezo, ça commence depuis les années 50, mais ce n'est qu'en 2001 que Vercelotti a publié la première étude humaine en utilisant la piezo. Et la piezo, c'est quoi l'avantage le plus important? C'est que c'est vraiment une technique qui est bien précise et qui est safe. Ça coupe vraiment la fréquence de modulation, c'est entre 25 et 35 kHz et les tissus mous, c'est dans les 50. Donc, quand vous êtes en train d'utiliser cette machine, ça ne risque pas de couper les tissus mous. Même si vous touchez ces tissus mous, que ce soit le nerf ou les sinus, puisque la fréquence elle est en dessous du tissu mou, donc on est vraiment dans une région qu'on est safe. Et c'est vraiment, on n'a pas envie de rajouter de stress à notre vie déjà qui est notre vie professionnelle qui est déjà stressante. Il ne faut pas rajouter encore une chose. Ça, c'est fait vraiment pour déstresser les chirurgiens. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous prenez avec cette machine, vous pouvez enlever un bloc osseux de 5 cm. Et si vous prenez cette même machine et vous essayez de la mettre sur votre doigt, c'est bizarre, ça ne coupe pas. Ça peut couper cet os, mais ça ne coupe pas le doigt. C'est quand même quelque chose, vraiment. La science, vraiment, c'est génial. Maintenant, la question, pourquoi il faut l'utiliser? Parce que de un, c'est vraiment une précision chirurgicale quand on compare ça au fraisage. De deux, ça respecte les tissus mous. Donc, comme je vous ai dit, je viens de vous dire, ça ne coupe pas les tissus mous. Et donc, même si on est dans des régions dangereuses comme le nerf mentonnier ou le sinus, il ne faut pas avoir peur. De trois, ça nous donne vraiment un champ de vision qui est propre et clair, parce qu'avec l'effet de la cavitation de cette machine, il y aura moins de réduction d'hémorragie. Donc, il y a moins de sang, donc on peut voir mieux. 5, parce que ces machines, maintenant, il y a une luminosité interne, donc ça nous donne vraiment, on peut voir très clair, une irrigation qui est très claire. Déjà, un autre avantage, vraiment, les gens adorent ça parce qu'il n'y a pas de vibration. Ce n'est pas comme le moteur ou le micromoteur ou le air drill qu'on utilise chez des gens pour enlever des dents de sagesse ou pour placer l'implant. Cette vibration, il y a des gens vraiment qui sont très anxieux et quand vous utilisez vraiment cette vibration de ces contre-angles, ils sont vraiment très, très stressés. Et donc, elle n'est pas lourde. Donc, nous, comme praticiens, on est vraiment à l'aise d'utiliser cette machine. Et donc, quand vous avez tous ces avantages, il y a moins de stress et moins de fatigue et moins de patients qui sont très anxieux. Donc, tout ça, c'est vraiment que des avantages. Pourquoi l'utiliser? C'est vraiment, je ne trouve
trouve pas un inconvénient. Il y en a, mais je veux vous dire quels sont les inconvénients. Il y a une liste de 10 avantages comparé à 2 inconvénients. Maintenant, la deuxième question, quand est-ce qu'on l'utilise? Moi, je l'utilise presque tout le temps quand je fais des sinus externes, des fenêtres. Quand on fait des ridge splits, c'est vraiment une indication qui est géniale dans ces cas-là. Des extractions très difficiles, quand vous avez des dents ankylosées, c'est vraiment génial parce que vous pouvez enlever vraiment un minimum d'os pour enlever les dents. Dans des cas de traitement par eau, pour les gens qui ont vraiment des… Ça, c'est une expérience personnelle. Quand vous avez des gens qui ont des dents très, très sensibles, je trouve que cette machine, il y a moins de sensibilité que les techniques de EMS ou de Satellec. 5, pour enlever tout ce qui est abcès, ça vraiment c'est clean. Vous pouvez enlever l'abcès en une pièce sans que ça se déchire. Pour les traitements d'ortho, moi j'en ai pas utilisé honnêtement, mais ça a été publié que ça facilite et ça vraiment ça devient plus rapide le traitement d'ortho en faisant ces corticotomies. Pour collecter de l'os autogène, au lieu d'utiliser le Safe Scrap, vous pouvez l'utiliser la piezo. Placement d'implants, on va discuter de ça et davantage que le piezo vous donne. Traitement d'apectomie pour enlever tout ce qui est abcès, c'est vraiment génial aussi d'utiliser cette machine. Et dernièrement, pour les cas où vous devez déplacer le nerf. Moi, personnellement, je ne fais pas cette technique, mais elle a été publiée. Utilisant la piezo, c'est vraiment très safe d'utiliser ça. Et la dernière indication, c'est que moi, je l'ai rajoutée, en fait, elle n'existe pas dans la littérature. C'est parce que, Jafar, je pense que tu es dans le même cas que moi, on enlève plein d'implants. Chaque semaine, j'en ai 1 ou 2 implants que je dois enlever, des implants qui ont fait des échecs ou bien des implants qui sont fracturés. Et donc, la piezo vous donne l'option d'enlever ces implants d'une façon vraiment pas traumatisante. Au lieu d'utiliser les blocs d'osseuses ou les fraises à os, et vraiment la piezo, c'est une indication en enlevant des implants. Et malheureusement, j'enlève de plus en plus d'implants dans les dernières années. Donc ça, c'est les indications. Ce soir, on va juste parler des 5 les plus importantes indications. De 1, on va commencer par le sinus. La technique de sinus lift ou la fenêtre externe, c'est vrai que cette technique, elle est très prévisible et c'est vraiment, ça nous facilite la vie, surtout au niveau du maxillaire postérieur. Et c'est vraiment l'utilisation de la piezo, elle a 2 avantages. 2 avantages vraiment qui sont, je pense, qui ont changé ma pratique privée. On sait de ces études qui ont été faites, les 2 grandes études des Italiens et les groupes de New York, que le risque qu'on a quand on fait cette technique de l'élévation du sinus, on a un risque de perforation du sinus, de la membrane. Et le pourcentage, il est dans les 25 à 30%. Donc, cette perforation de la membrane, c'est vraiment chiant si ça arrive parce que ça peut augmenter le risque de complications. Ça dépend si une petite déchirure ou une grande, mais c'est vraiment, ça peut compromettre notre résultat. La deuxième complication qui nous arrive, et ça, on peut l'éviter en faisant aujourd'hui des scanners, c'est on voit le nerf, l'artère qui passe à travers cet os, le PSA, et on peut le voir dans 50% des cas en faisant le CBCT. Donc, ce qui arrive parfois en faisant notre fenêtre, en faisant cette coupure, on touche cette artère et ça vraiment, parfois, ça saigne. Et ça saigne, vraiment. C'est un peu stressant pour tout le monde, pour nous, les patients, mais c'est les 2 complications que je trouve vraiment qui sont citées partout dans la littérature. Donc, cette procédure d'enlever le window et de faire avec le piezo, ça a été publié plusieurs fois dans plusieurs écoles et plusieurs universités. Au lieu d'utiliser la fraise, on peut l'utiliser le piezo. Et en faisant cette technique, on peut réduire notre complication de 25 à 30% de perforation jusqu'à 5%. Même le groupe de New York, de NYU, 7%. Et 7%, ils ont dit que les complications s'est arrivées en faisant l'élévation de la membrane, donc pas pendant la préparation de la fenêtre. Donc vraiment, les 2 choses qui sont vraiment très importantes dans cette technique d'élévation du sinus, on réduit notre risque de perforation de la membrane. De 2, on a moins de risque de saignement.
Donc, il y a 3 fraises qu'il faut utiliser, faire l'autre ostéoplastie ou astectomie, puis on sépare la membrane. Et donc, vous pouvez voir avec cette photo qu'on peut voir l'artère qui est restée attachée à l'os. Et donc, j'ai pu vraiment élever mon sinus tout en gardant l'artère collée à cette membrane. Ça, c'est un cas clinique. C'est Joseph qui s'est présenté pour faire une élévation du sinus de 2 côtés. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on fait de petits entiers de notre fenêtre pour maximiser vraiment le saignement au niveau du sinus pour que ça va speeder notre traitement de traitement. Ici, vous voyez, quand il y a un septum, c'est vraiment encore une indication, raison de plus d'utiliser le piezo, surtout dans les cas où vous avez un septum. Dans les cas où vous avez une externe, et voyez, on peut voir le quick vidéo ici, en utilisant cette technique. Donc, c'est vraiment génial d'utiliser, surtout quand vous voyez ici, à ce niveau-là. Et ça, c'est Joseph. Donc, on a fait les 2 côtés d'un seul coup. Incision, ça c'est après le détartrage. On prend le patient et donc incision crestale. On commence par cette fraise. Ici, c'était le variosurge de NSK. Donc, on commence à faire notre window, on fait le outline de notre fenêtre. Un des désavantages de cette technique, c'est vraiment le temps. Ça prend un peu plus de temps comparé au fraisage. Donc, il faut s'attendre, il faut être un peu plus patient quand on fait quand on utilise ce variosurge. Deuxième fraise, on utilise cette curette pour commencer à élever la membrane. Et moi, personnellement, je commence sur les côtés, puis le bas, et puis à la fin, le haut. Donc, on fait le tour de cette membrane. Une fois qu'elle est complètement détachée, on peut passer aux curettes et faire à la main, compléter l'élévation de cette membrane sinusienne. Donc, c'est vraiment sympa d'utiliser cette technique vraiment quand on a un septum, quand on voit au niveau du scanner qu'il y a l'artère qui passe à travers de notre fenêtre. Comme ça, il n'y aura pas de saignement, il n'y aura pas de complications. Donc ça, c'était le cas de Joseph. On a pris Joseph d'ici, on a complété la greffe du sinus avec une greffe en horizontale et vous pouvez voir le scanner avant et après, comment on a pu remplir le sinus des 2 côtés. Donc c'est vraiment cette technique que je l'utilise presque tout le temps. Je peux dire pas tout le temps, mais vraiment 100% des temps quand il y a un sinus à fenêtre externe. Maintenant, la question, si on va placer l'implant avec une élévation du sinus interne, internal sinus lift. Ce qu'on faisait dans le temps, c'est on préparait notre ostéotomie et puis on prépare jusqu'au niveau à la fin du sinus, puis on met nos ostéotomes et on utilise les mallettes en rajoutant de l'os pour placer nos implants. Et ça m'est arrivé pas mal de fois quand j'utilise cette technique de pose d'implant avec internal sinus lift. C'est vraiment très prévisible comme technique dans les 95%. C'est vraiment sympa de placer l'os et l'implant en même temps. Et c'est vraiment, on a plein de patients que cette indication se présente. Le problème, c'est que quand vous utilisez les mallettes, le lendemain, parfois, on a des gens qui arrivent avec ce genre de bruising, des bleuâtres au niveau du visage. Donc, c'est vraiment un des problèmes des mallettes, c'est vraiment le swelling et ce qu'on appelle tout ce qui est vraiment enflement. Un des avantages d'utiliser la piezo, ça nous donne cet effet de cavitation, comme on a dit tout à l'heure, c'est atraumatisant au niveau de la membrane de sinus. Et il y a pas mal d'études qui ont montré que pas seulement ça, c'est qu'il y a un effet, quand on utilise ces fraises pour préparer notre implant, il y a un phénomène d'ostéogenèse, un phénomène, parce qu'on n'est pas en train de faire de forage dans l'os. Donc, l'activité ostéoclastique, elle est beaucoup moindre quand on utilise l'ostéotome ou quand on utilise la piezo. Et il y a pas mal d'études qui ont montré, quand on fait ces études,
que le niveau de la stabilité primaire de nos implants, elle est vraiment beaucoup plus stable quand on utilise le piezo comparé à la technique conventionnelle. Parce qu'on n'est pas en train d'enlever d'os, mais vraiment on est en train de préserver de l'os. Il n'y aura pas cette activité ostéoclastique. Donc c'est vraiment tout ça, ça a été publié, que c'est moins traumatisant et ça nous donne plus de BMPs, donc plus d'activité osseuse et moins de microfractures dans l'os. Toutes ces études, c'est vraiment des études récentes, ça c'est en 2018, où ils ont montré la stabilité des implants beaucoup plus importante comparée à la technique conventionnelle. Et ça, c'est une étude qui montre, je vais passer très vite, une ostéotomie qui a été faite d'un côté en utilisant des fraisages, l'autre côté, ils ont utilisé le piezo. Et ce qu'ils ont remarqué, qu'il y a une activité ostéoclastique qui est beaucoup plus importante au niveau de freinage comparé au piezo. Deux, il y a une stabilité primaire beaucoup plus importante avec le groupe de piezo. Et donc, c'est une technique qui est vraiment moins traumatisante à nos patients. Et cliniquement, donc, le seul problème, c'est qu'il faut recycler ces fraisages, ces drills, ces tips pour avoir vraiment une stabilité osseuse. Et donc, quand on passe à la clinique, il y a pas mal de fraises qu'il faut utiliser. Un des désavantages de cette technique, c'est le temps. Ça prend un peu plus de temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut être vraiment patient. Cliniquement, comment ça se passe? Ça, c'est une autre vidéo. Donc, je commence mon fraisage avec comme une fraise ronde de petit diamètre jusqu'au gros diamètre. Et donc là, vous voyez, c'est un peu l'os. L'avantage quand on utilise cette technique au niveau du maxillaire, l'os est déjà soft. Donc, c'est vraiment bien d'utiliser quand il s'agit d'un os type 3 ou type 4. Et une fois qu'on est proche du sinus, on peut le passer, ce sinus, parce qu'il ne faut pas craindre de déchirer cette membrane, parce que comme je vous ai dit, ça ne coupe pas les tissus. Et donc là, une fois qu'on passe cette membrane, on peut rajouter de l'os. Moi, je commence à… En fait, je rajoute l'os une fois que j'ai mon diamètre presque fini. Donc, j'augmente dans le diamètre de l'ostéotomie. Puis, une fois j'ai mon diamètre, je commence à compacter mon os pour faire mon élévation sinusale. Regardez la stabilité de l'implant. Ça, c'est un os type 4. Type 4 ou type 3. Et vous voyez que j'ai une stabilité qui est quand même importante avec cette technique. Donc ça, c'est la pose d'implant après l'élévation du sinus. Et donc, vraiment, je l'utilise très, très souvent quand il s'agit d'une élévation du sinus interne. Une autre indication, c'est quand vous avez une apectomie à faire, des dents où il y a des couronnes qu'on peut encore préserver, au lieu d'utiliser les fraisages à faire des gros fenêtres pour enlever une partie de la racine, l'avantage de cette technique, c'est que vous enlevez vraiment un tout petit morceau de la racine. Pas besoin d'enlever un grand morceau, ça c'est un. Deux, l'architecture ou le design de ces fraises, c'est fait d'une façon vraiment, on a accès à arriver jusqu'à l'apex et à enlever, à nettoyer cet apex. Et vraiment, on fait de plus en plus des petites fenêtres d'une façon très conservatrice pour garder ou sauver ses dents. Ça, c'est Zainab qui a cette dent où il y a une infection au niveau de la racine mésiale. La couronne, elle est encore très correcte. Elle a fait cette couronne il y a 3-4 ans, donc on a décidé de faire cette apectomie. Et regardez le design de cet insert, c'est vraiment trop fin, trop petit. Un des désavantages, ça risque de casser si vous poussez très fort sur ces inserts. Donc, il faut vraiment être très passif et laisser aller ce fraisage à nettoyer, à passer par-dessous et vraiment rajouter de l'os. Ici, j'ai rajouté de l'os, une membrane typique. Ça, c'est une petite vidéo. Et donc, vous voyez vraiment des petites incisions, des petites fenêtres, un forage qui est vraiment très minime pour préserver l'os et préserver surtout la racine. Donc, si vous avez une racine courte, ça, c'est une raison de plus d'utiliser le piezo pour ne pas couper ou pour ne pas
extraire une partie de cette racine. Donc, voyez l'instrument qui passe dans la racine et vraiment passivement, il ne faut pas pousser sur cet insert, il est trop fragile. Moi, j'en ai cassé 2 pour l'instant. Donc, je vous dis, il y a une learning curve au début, comment on fait, mais vraiment, vous pouvez préserver toute la racine quand vous utilisez cette technique. Là, on nettoie, il faut bien nettoyer, il faut sécher, on doit mettre notre MTA et parfois je rajoute de l'os, parfois pas, ça dépend des cas. Et là, une petite collagen membrane on the top pour finir. Donc ça, c'est une 3e indication. Une 4e indication, et je peux vous dire, je l'utilise de plus en plus maintenant, c'est dans les cas d'extraction, surtout d'extraction de dents de sagesse. Et je vous dis pourquoi. En fait, pour les dents de sagesse, si vous regardez les études qui ont été faites récemment, très récemment, les 5 dernières années, que ce soit la douleur ou l'enflement ou l'ouverture de la bouche, le trismus, tout ça, il y a eu des études qui ont comparé la technique conventionnelle versus piezo. Moins de douleur, moins d'enflement et plus d'ouverture buccale. Ça a été publié dans presque 6 ou 7 publications, juste les 4-5 dernières années. Donc, vraiment, c'est génial. Surtout les dents de sagesse, vous savez, parfois, il y a des gens qui ont très mal après l'extraction de cette dent de sagesse. Et je peux vous dire maintenant, j'utilise très, très fréquemment cette technique au lieu d'utiliser le hair drill ou bien le fraisage, surtout dans les dents de sagesse classe 4. Dans les dents de sagesse où c'est vraiment trop proche du nerf, pour ne pas prendre le risque d'endommager ce nerf, vous pouvez utiliser ces piezo. Vraiment, je peux vous dire dès maintenant, ça prend du temps, mais c'est génial. Une autre indication que personnellement, j'utilise le piezo aussi, c'est pour l'élévation des lambeaux. Donc, au lieu d'utiliser l'élévateur ou bien le boozer, il y a des inserts qui sont vraiment trop fines et smooth. Et donc, avec ces piezo, on peut faire surtout quand vous avez des lambeaux très fins. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser les piezo pour faire votre élévation des lambeaux, surtout pour les cas de greffe gingivale, parce que vous savez, la plupart de ces patients, ils ont une gencive qui est trop fine. Et parfois, ça risque que cette gencive se déchire. Donc, dans ces cas-là, vraiment, j'utilise le piezo pour faire mon élévation du lambeau. Et j'utilisais cette technique, honnêtement, depuis maintenant quelques années, mais je n'ai jamais vu de publication qui parle de faire une élévation de sinus, élévation de lambeau, jusqu'à cette publication il y a 2 mois. En 2020, j'ai vu une publication qui parle d'utiliser le piezo pour faire un lambeau, pour faire notre lambeau. Et ils ont fait 2 groupes pour enlever les dents de sagesse en utilisant le piezo comparé à la technique conventionnelle, et toujours les mêmes résultats, moins de douleur, moins d'enflement et moins de trismus avec le piezo. Donc, c'est vraiment une technique que je vous conseille d'utiliser tous les jours quand vous avez des dents de sagesse, et surtout les dents de sagesse qui sont difficiles. Une autre indication, l'avant-dernière, c'est dans les traitements de paro. Et ça, c'est encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Je trouve que cette machine, elle est beaucoup plus tolérable si je parle de sensibilité, parce que vous savez, il y a des gens qui sont trop sensibles quand il s'agit de faire un nettoyage des dents, et surtout quand vous avez des déchaussements. J'ai remarqué, et ça c'est encore une fois mon expérience personnelle, quand j'ai le RMS, j'ai la Satellec et j'ai le VarioSurge. Chez les gens qui ont vraiment des dents très sensibles avec des déchaussements, j'utilise vraiment le VarioSurge. Et ça, je trouve pas besoin de donner d'anesthésie à vos patients, et ça vous donne vraiment des résultats. Ça prend plus de temps, certes, mais pas de sensibilité du tout comparé aux autres techniques. Donc ça, c'est une autre indication que vous pouvez utiliser tous les jours. La dernière indication, pour moi, c'est quand il s'agit de faire de greffe osseuse. Et je peux vous dire que moi, j'ai appris à l'université de faire des blocs en utilisant les fraises à os.
Puis j'étais chez Fouad Khoury, j'ai appris à faire les greffes osseuses en utilisant le Microsaw. Et petit à petit, j'ai commencé à utiliser cette machine en faisant nos prélèvements osseux en utilisant la piezo. Maintenant, un des désavantages, si vous regardez le temps, comparé le microsaw, qui est la technique la plus rapide, ça prend 5 minutes. Comparé au piezo, ça prend dans les 15 minutes. Donc, il y a 10 à 15 minutes de plus comparé le temps, quand on compare le temps piezo comparé au microsaw. Dans les techniques de piezo, le variosauge a été le plus efficace comparé à d'autres techniques qui existent sur le marché. Donc, le problème de greffe osseuse, surtout quand vous prenez le menton, c'est vraiment le risque de paresthésie. Ça, c'est un. Avec la piezo, on n'a pas ce risque. De deux, parfois la sensation au niveau de la muqueuse, au niveau de la joue, au niveau de tout ça, on n'a pas ce genre de complications avec la piezo. Donc, il n'y a pas de complications genre paresthésie ou tout ça. Quand on compare le fraisage au piezo, encore une fois, je peux collecter de l'os. Je peux collecter de l'os avec le fraisage. Quand on fait un fraisage à une vitesse, pas de grande vitesse, on peut collecter cet os et l'utiliser dans nos cas de greffe osseuse comme un dos substitute. De la même manière, on peut utiliser cet os en faisant, avec la piezo, on peut collecter cet os autogène pour l'utiliser. Et donc, nous, on sait que pas mal de gens qui viennent chez nous aujourd'hui parce qu'ils ont perdu leurs dents ou parce qu'ils ont été édentés depuis très longtemps ou parce qu'ils ont eu des maladies parodontales, donc ils ont vraiment attendu jusqu'à la fin avant de venir envisager de faire des cas d'implant ou des cas de trauma. Ça arrive tout le temps, des cas de trauma. Je peux vous dire, depuis l'explosion de Beyrouth, j'en ai eu pour l'instant 7 ou 8 patients à qui je suis en train de faire une reconstruction au niveau de maxillaire avec des implants parce qu'ils ont perdu leurs dents. Donc, des traumas, il y en a trop, surtout au Liban. Et le problème que je trouve aujourd'hui, une des raisons majeures où il y en a de plus en plus de pertes osseuses, c'est dû aux des cas de périimplantite ou des cas de perte d'implant. Je pense qu'on voit de plus en plus de cas de périimplantite et donc du coup de perte osseuse. Et donc, on va pouvoir utiliser de plus en plus des techniques de greffe osseuse dans le prochain futur. Donc, il y aura de plus en plus de cas de greffe osseuse. Et les gens qui ont des agénésies des latérales ou des dents de longue date. Et on sait qu'il y a plein de classifications pour ces pertes osseuses. Et de plus en plus, cette perte osseuse est importante. De plus, il faut faire de greffe osseuse. Et il y a des classifications. On ne va pas rentrer dans les détails, mais de toutes ces techniques qu'on a aujourd'hui, que ce soit la greffe de membrane ou bien le ridge split, chacune de ces techniques a une indication. Vraiment, je trouve l'indication de bloc, ça dépend combien d'os on a besoin, que ce soit un peu de greffe osseuse ou bien moyenne ou bien une greffe importante. Et cette greffe osseuse, que ce soit le bloc, on sait qu'il y aura toujours une petite résorption et on sait que le taux de succès est très important. Et donc, pour ce qui a été publié, que quand on utilise la technique de bloc, il faut faire un haut vol contour parce qu'il faut anticiper un peu de résorption osseuse. Et donc, je peux passer tout de suite à la clinique. Je peux vous dire que dans les cas de petites, légères défauts osseux à un défaut osseux qui est moyen, surtout chez les gens qui viennent chez nous avec une agénésie de la latérale, mais en même temps, ils ont besoin d'extraction de dents de sagesse. J'essaie toujours de combiner le traitement d'extraction de dents de sagesse avec la greffe osseuse. Et la raison, c'est que puisque cette patiente va être anesthésiée pour enlever la dent de sagesse, j'enlève un peu d'os autogène, c'est moins coûteux à nos patients, ça coûte vraiment, on n'a pas de matériel à utiliser et c'est très prévisible comme résultat. Et ça a été publié dans le temps. Craig Mish a publié ça, de faire 2 chirurgies en un seul temps, une incision, une anesthésie
dent de sagesse plus prélèvement d'os. Donc, c'est ce qu'on a fait chez cette patiente. J'ai enlevé la dent de sagesse ici. En même temps, avec la piezo, j'ai pu enlever mon bloc. Je coupe mon bloc, j'utilise 2 vis et le reste de l'os, je l'utilise en substitut. Donc, je le vraiment en petits morceaux, je le rajoute. J'aime utiliser une membrane parce que Van Arx et d'autres ont publié que quand on utilise une membrane, on a de moins en moins de résorption osseuse. Et ça, c'est le cas 4 mois plus tard. Donc, le pose d'implant, et vous voyez la qualité osseuse. Vraiment, on a un type 1, type 2 os. J'attends 6 semaines plus tard, je reviens et je fais ma greffe de conjonctif. Parfois, on ne fait pas, mais dans ce cas, j'ai pris le conjonctif, je l'ai placé sur mon vis de cicatrisation. Et donc, ça, c'est le cas terminé avec la couronne finale. Et ça, c'est 3 ans plus tard. Donc, vraiment, pour les gens chez qui on va faire une greffe osseuse avec des dents de sagesse, ça serait génial de combiner l'extraction de dents de sagesse avec la greffe osseuse. Ça, c'est une autre patiente, Yara, qui s'est présentée avec une agénésie des latérales du bas, les 2 centrales du bas et latérales du haut. Elle a complété son traitement d'ortho avec l'orthodontiste, Dr Sabri, et elle est venue me voir pour la greffe osseuse. Et si vous regardez le scanner, vraiment, il n'y a pas grand-chose, hein, pas d'os du tout, surtout ces gens-là, elle est jeune, elle a 22 ans, et donc vraiment l'os, impossible de placer des implants. L'idéal, l'emplacement idéal pour faire la greffe osseuse, c'est de faire du copy-paste. C'est le même côté, même anesthésie, avec la piezo, puisqu'il n'y a pas de dents, donc pas de risque de paresthésie. Copy-paste, donc j'enlève mon bloc d'ici, je le broie en petits morceaux, et donc cet os qui est en morceaux, que de l'os autogène, rien que d'os autogène. Donc, je le compacte ici avec une membrane résorbable, que de l'os autogène, lingual puis vestibulaire. Et ici, on met de la greffe synthétique, du bio-os, juste pour compléter, fixation de cette membrane du côté lingual et du côté vestibulaire. Et donc, là, vers la latérale du haut, la 12, même chose, même technique, os autogène avec la membrane, même temps, et donc ça, c'est le scanner 5 mois plus tard. 5 mois plus tard, donc on a quand même une épaisseur qui est importante pour placer nos implants. Yara est revenue dans 5 mois plus tard, et donc vous voyez l'os que j'ai pu placer 2 implants de petit diamètre pour remplacer ces 2 latérales. Et donc ça, c'est le cas avant, ça, c'est le cas après. Et il n'y a eu que de l'os autogène qu'on a utilisé du menton de Yara. Et donc, ça, c'est la pose d'implant. Et je rajoute, le jour de la pose d'implant, je rajoute encore un peu d'os pour minimiser vraiment la résorption osseuse. Ça, c'est 3 mois plus tard, deuxième étape chirurgicale. Et on commence le remodelage de la gencive avec le prothésiste, les provisoires. Et ça, c'est le cas terminé de Yara. Donc, ça, c'est un implant, une facette, 2 implants. Et Yara, maintenant, ça fait plus de 5 ans qu'on a terminé le cas. Donc, implant, dents, facette et 2 implants du bas. Et donc, vraiment, l'expérience que Yara a eue en faisant ce genre de chirurgie, je peux vous dire que vraiment, elle n'a même pas eu mal, honnêtement. Un peu d'enflement, mais vraiment une reconstruction osseuse avec pose d'implant, avec aménagement de tissu mou, toutes ces chirurgies chez une jeune de 22 ans, elle est adorable, elle m'adore parce que j'ai tout fait sans qu'elle aura mal. Une autre indication encore pour les ramus, je peux vous dire toujours quand on fait un pose d'implant à ce niveau-là avec une greffe osseuse, donc toujours on essaye, même anesthésie, même incision, faire en prélèvement du ramus, le placer en bloc et l'os qui reste, on le broie et on utilise de l'os autogène, que de l'os autogène. Et vous pouvez voir 5 mois plus tard, on utilise cette technique maintenant depuis 2004, 2005. C'est vraiment très, très prévisible. Une autre indication pour la greffe osseuse,
Ça, c'est un patient qui a perdu sa latérale et on n'a pratiquement pas de table osseuse, mais il s'est avéré qu'il avait besoin d'un allongement coronaire au niveau de ses dents. Donc, il avait une dent à extraire, allongement à faire. Donc, on a essayé de combiner, faire le tout, greffe osseuse. Et vraiment, pour enlever les exostoses, c'est génial d'utiliser la piezo. Vraiment génial. Regardez la cut, very clean, super clean, vraiment très propre. Et vraiment, on prend cet os de la même façon, on le broie en morceaux, que de l'os autogène, pas de biomatériaux. On le place au niveau de la latérale, reconstruction osseuse. 5 mois plus tard, que de l'os autogène, placement d'implant, et vous pouvez voir combien d'os d'épaisseur on a gagné. Stabilité primaire super classe type 1 os. Toujours, j'essaye de faire un aménagement de tissu mou le jour de pose d'implant. Donc, c'est ce qu'on appelle VIPCT, tissu conjonctif qu'on fait retourner. Et ça, c'est la restauration finale. Implant avec 3 ans de recul au niveau de cet implant, stabilité osseuse et stabilité gingivale. Donc, vraiment, ça, c'est une autre indication de pose d'implant, de greffe osseuse au niveau des exostoses et des thorax. Donc, pour conclure, l'avantage de la piezo, vraiment la précision. Pour moi, si vous voulez être vraiment propre dans vos chirurgies, ça vous donne vraiment la précision que vous ne pouvez pas avoir avec la fraisage. De deux, ça respecte le tissu mou. Et du coup, quand on respecte le tissu mou, donc ça nous protège. C'est moins de stress, c'est moins de complications, moins de perforation de membrane ou d'altérer le nerf. Ça nous donne vraiment une vision très propre là où on travaille, moins de saignement, comme je vous ai dit, parce qu'il y a cet effet de cavitation du piezo, donc il y a moins de saignement. Et une des choses qui sont vraiment, on ne se rend pas compte, nous, comme cliniciens, c'est quand on utilise la piezo, c'est vraiment très léger comme poids. Comparé au fraisage, au contre-angle ou comparé au air drill. C'est vraiment très, très léger. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus de confort pour nous comme praticiens. La cicatrisation beaucoup plus rapide, moins de douleur, moins d'enflement, moins de bleuâtre. Et le risque d'emphysème, il y a pratiquement pas. Je n'ai jamais vu de cas d'emphysème en utilisant la piezo comparé au fraisage quand je fais les dents de sagesse. Donc, c'est vraiment très, très safe et ça nous facilite la vie. De deux, c'est moins de douleur. Comme je vous ai dit, les études qui montrent avec les dents de sagesse, moins de douleur, moins d'enflement et meilleure ouverture buccale. Maintenant, pourquoi il faut l'utiliser aussi? Parce que bon, c'est vraiment... ça nous donne une champ de vision qui est beaucoup plus propre, moins de vibrations, donc les patients adorent ça, comparé à d'autres machines. Le poids qui est vraiment très léger, et donc ça réduit l'anxiété et la fatigue, nous, pour les praticiens et pour les patients. Et donc, vraiment, on a des patients qui sont de plus en plus contents après la chirurgie. Le gros désavantage de cette device, c'est vraiment le temps. Toutes les études montrent que ça prend plus de temps. Il faut être vraiment patient quand on utilise la piezo. Donc, si vous êtes de personnalité vraiment très stressant, il ne faut pas utiliser cette machine. Il ne faut surtout pas boire le café le matin et utiliser la piezo parce que vous allez être impatient. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment être patient, vraiment se régaler en faisant la chirurgie à l'aise. Et donc, vraiment, ça, c'est un des avantages. Un autre désavantage, c'est il faut un jet d'eau pour ne pas avoir un heat à côté de là où on travaille. Et troisième désavantage, il y a des inserts qui cassent. Après une certaine utilisation, 4-5 utilisations, ça casse. Et c'est quand même un investissement. Vous êtes en train de faire un investissement dans quelque chose qui ne va pas vous rapporter de l'argent directement, mais indirectement qui va vous rapporter vraiment des patients qui sont très contents, qui vont parler à d'autres qu'ils ont fait de la chirurgie et qui n'ont vraiment pas eu de douleur.
Une autre contre-indication chez les gens qui ont un pacemaker, donc faute de résonance, il ne faut pas utiliser cette machine. Et il ne faut pas, comme je vous ai dit, vraiment, il y a une courbe pour apprendre, un apprentissage qui va prendre du temps, parce qu'il faut vraiment utiliser cette machine. Il ne faut pas trop pousser. Ce n'est pas une machine comme un fraisage. Et nous, comme praticiens, on a l'habitude d'utiliser les turbines. Donc, c'est vraiment, il y a une courbe d'apprentissage. Et dans les cas où très profond, cette machine a une limitation parce que les inserts ils ont une certaine distance où on peut arriver. Donc, il y a parfois des endroits où on peut pas l'utiliser. Le plus important, c'est que je peux vous dire que pour moi, le meilleur avantage, c'est que vous avez des patients très, très contents. Et comme ici, toutes ces patientes qui viennent chez nous, ils sont vraiment très contentes et très ravis. Toi aussi, tu es content. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. J'ai quand même dépassé un tout petit peu. Je remercie tout le monde vraiment d'être là, présent ce soir. Si vous avez quoi que ce soit de questions, vous pouvez me trouver sur ces sites d'Instagram et je serai ravi de vous répondre à n'importe quelle question. Je termine par cette phrase. On gagne de l'argent vraiment avec ce qu'on travaille tous les jours. Mais parfois, quand vous avez des patients qui sont vraiment contents, heureux, qui pleurent quand ils vous voient parce que vous avez changé leur vie, pour moi, ça c'est le but de ce que je fais. C'est de rendre les gens vraiment heureux et contents. Sur ça, je vous remercie d'être jusqu'à maintenant. Jean-Phare, Simon, Georges, Antoine, Tony et Sean, merci d'être avec moi ce soir, de partager ce que je fais avec cette machine. Et j'attends de voir ce que vous avez, votre expérience avec la piezo. Merci. Merci Alain. Merci Alain pour cette superbe conférence et je tiens de... Bravo Alain. Un petit applaudissage. Allez Georges. Ça va Georges, tout va bien? On ne t'a pas vu au départ? Je vous suivais sur le portable, je n'arrivais pas à me connecter sur l'ordinateur, mais ça y est, en fait, tout va bien. J'espère qu'en France, vous n'avez pas de problème de rupture d'électricité comme au Liban. Non. Mais d'autres histoires. Mais écoute, bravo Alain, rebonjour les amis. Merci. Très bien, donc ce qu'on retient de cette conférence, c'est un certain nombre d'intérêts à utiliser de la piézochirurgie en étant relativement patient, parce que dans certains cas, il y a un peu de lenteur à l'exécution. J'ai essayé de voir un tout petit peu s'il y avait des questions sur le chat. Je vais peut-être demander aux panélistes de reprendre la main avec moi. Georges, tu utilises le piezo surtout dans les cas d'extraction de dents de sagesse? Alors, je te rejoins sur ce point, effectivement, sur la partie suite post-opératoire. Du temps où je faisais encore un petit peu de dents de sagesse et surtout quand il y a des prélèvements, ça me semble être une indication d'autant plus remarquable qu'on est plus économe pour le prélèvement, comme tu le disais. C'est-à-dire que l'ostéotomie va permettre non seulement d'avoir moins de suite opératoire, mais d'avoir moins de destruction osseuse pour l'extraction d'une même dent. Donc, le volume osseux récupéré à la sortie est effectivement beaucoup plus intéressant, de meilleure qualité puisqu'il n'est pas brûlé par rapport à un rotatif, donc à moins de réaction inflammatoire. Effectivement, je trouve que c'est intéressant. Et puis, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais sur les suites opératoires, que ce soit pour une dent de sagesse ou une autre, il y a un élément peut-être qu'il est intéressant de repréciser à nos amis qui nous suivent, c'est ce qu'on appelle l'effet dit en français, on l'appelle de cavitation. C'est la libération de bulles d'air au niveau du site qui ont deux propriétés principales. La première de détertion, ça veut dire que le site est beaucoup plus propre par rapport à un fraisage ou à part une ostéotomie, que ce soit par un disque ou pour que ce soit par une fraise. On a un site qui est beaucoup moins avec des particules résiduelles, beaucoup moins de tissu brûlé, mais beaucoup moins de copeaux qui se retrouvent au niveau du site par cette cavitation. Et l'autre, c'est une réaction hémostatique, puisqu'on a une diminution du saignement. Donc, tout ça contribue un peu à la suite logique au niveau des suites post-opératoires.
Il y a pour ça une série de documents histologiques assez intéressants dans le livre de Bercellotti où il montre la coupe avec une fraise, la coupe avec une scie et la coupe avec la piezo. Et justement, tout à fait vrai que cette cavitation, en fait, elle va enlever toute cette boue qui devrait être nettoyée par les ostéoclastes et les autres travailleurs du site chirurgical qui doivent le nettoyer avant d'initier une ostéogénie. Ce nettoyage a déjà été fait par cette cavitation, donc la prise début de la cicatrisation se fait relativement plus rapidement qu'avec les deux autres instruments. Si je peux me permettre aussi de rajouter un petit point concernant la lenteur de l'acte. Je ne suis pas si persuadé, enfin c'est vrai qu'on s'en sert quand même depuis une bonne vingtaine d'années, et comme tu l'as dit Alain, il y a une question de courbe d'apprentissage dans le gain de temps, mais il y a un élément très intéressant dans les sites de prélèvement difficiles d'accès, rétromolaire par exemple, on est beaucoup moins invasif en termes de décollement, donc beaucoup plus économe en termes de suture par la suite. On peut prélever sous le lambeau, chose qu'on ne peut pas faire avec un rotatif, ni par un disque, ni par une scie. Et donc, par conséquent, le temps de décollement au départ est moins important. Si on a besoin d'un complément, on n'a pas besoin de reprendre les incisions, on peut terminer simplement de soulever avec un décolleur autre et repasser le piezo au contact des tissus mous. Comme tu l'as dit, ça ne coupe pas les tissus mous. Attention, ça les brûle. Donc, il faut quand même protéger, ne pas rester en frottement. Mais je trouve que le temps de la gestion périphérique est quand même assez intéressant et réduit considérablement cet écart. Et dans toutes les études qui sont publiées sur le sujet, ces temps-là ne sont pas analysés. On analyse simplement le temps brut du prélèvement, mais si on prend le temps cumulé entre la fermeture d'un site ouvert à minima, et tu le montres très bien dans la fenêtre sinusienne par exemple, on voit que la fenêtre est très réduite avec un accès important au niveau du site. Donc il y a le temps opératoire général et le temps de prélèvement, et ce sont peut-être des moyennes. Certes, ce sera plus long, mais certains gestes, comme tu le disais, au contact d'un nerf, sur une crête mince, que tu ne peux pas faire avec un rotatif, que tu ne peux pas faire avec un disque ne va couper que sur sa section, sur 3 mm de pénétration, un piezo, tu rentres à 8 et à 11. Donc voilà, tout ça sont des éléments, et je pense que la notion d'analyse du temps n'est pas forcément un élément à prendre en compte. Le temps n'est pas notre ennemi. Ouais, mais parce que dans tous les articles que j'ai lus, des avantages, c'est toujours, ça revient le temps. Ça prend plus de temps que comparé à tous les. Parce que c'est que ça qui est analysé, et c'est une analyse erronée. C'est ça. Mais Je moi, rejoins tout à fait ce que ça a été dit, parce que le temps analysé, c'est le temps juste brut du prélèvement osseux. C'est pas tout le temps de la chirurgie. Et puis donc, c'est ça qui fait la différence. Et si on compare ça, par exemple, tu l'as bien dit sur la chirurgie endodontique, aujourd'hui, tu peux pas faire de la chirurgie endodontique sans les pièces endodontiques d'accès pour la préparation de la cavité d'opération. C'est plus possible. C'est plus possible d'ouvrir une grande cavité, de couper la moitié de la racine pour avoir un accès visuel. Donc, ça fait ça. Si on compte juste le temps du prélèvement osseux, c'est vrai que c'est plus de temps. Après, il y a le groupe d'apprentissage, tu l'as bien dit, ne pas trop forcer. On parle d'une force de 0,5 Newton. Si on force beaucoup, on n'est pas actif avec nos instruments. Donc, c'est une fois qu'on utilise et une fois qu'on utilise de plus en plus, on sent qu'on est plus rapide et plus performant avec ces machines-là. Tu as une question, je ne sais pas, il y a une question là qui se pose. Pourquoi ne pas utiliser du bio-os en plus de l'os autogène pendant les ROG? C'est-à-dire quand tu as fait ta graisse osseuse en bloc, je pense, pourquoi tu n'as pas rajouté de l'os du bio-os en plus en dessous de la membrane? On peut, c'est pas qu'on peut pas utiliser du bio-os, ça peut-être réduit la résorption osseuse, mais quand on utilise le ramus ou bien le menton, c'est vraiment de l'os cortical, et quand on le broie, comme j'ai montré, dans ces cas-là, j'avais plein d'os autogènes, donc je n'avais pas besoin d'utiliser de bio-os. Un des grands avantages maintenant, économiquement, c'est les gens vraiment
surtout au Liban maintenant avec le fresh dollar, fresh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout le dollar. Donc, on a vraiment un problème économique au Liban et donc les gens vont vraiment essayer d'économiser le maximum. Et c'est une technique qui est très prévisible d'utiliser d'autres chaînes. Pour moi, ça reste toujours le gold standard. Aujourd'hui, quand c'est indiqué, il n'y a pas de souci. Il y a une autre. Bonjour, comment expliquez-vous que la piezo peut couper l'os et non pas le tissu mou? C'est Dr Hassan El Haj. Oui, ça c'est vraiment c'est ça l'innovation de cette technologie, c'est que la fréquence que la piezo travaille, c'est dans les 25 à 35 kHz et les tissus mous, pour que ça coupe, c'est dans les 50. Donc, si vous prenez la piezo et vous la mettez sur votre doigt et vous essayez de couper, ça ne va pas couper. Mais si vous la mettez sur l'os, ça va couper l'os. C'est ça qui est génial. Donc, ça, c'est un phénomène physique qui se présente et c'est pour cela qu'on l'utilise dans les zones où c'est dangereux. Et moi, personnellement, de plus en plus, j'utilise dans les cas de dents de sagesse classe 4. Vraiment, quand c'est trop proche du nerf, je l'utilise parce que vraiment, je peux même toucher le nerf, je le vois dans les cas ou pas. Et l'effet de la cavitation que Georges vient de dire, donc il n'y a vraiment pas de saignement, j'arrive à bien voir et c'est très safe de l'utiliser dans les cas de classe 4 parce que je reçois trop d'extraction de dents de sagesse difficiles. Pour moi, c'est une des indications vraiment majeures. Si je peux te soutenir sur l'innocuité. C'est moi. Pardon, j'en ai. Donc, je disais, pour te soutenir un petit peu sur l'innocuité par rapport au tissu mou, je me souviens d'une présentation en 2003 de Peria qui travaille sur les craniosténoses crâniennes au CHU de Lyon et qui montrait dans la craniosténose infantile comment tout un crâne pouvait être découpé sans jamais léser la dure mère. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépasse largement, on va dire, la densité d'un nerf ou la densité d'un tissu mou gingival. On est vraiment même sur des tissus extrêmement mous, il n'y a pas d'incidence du tout. Si on doit le comparer, c'est une fréquence d'un marteau-piqueur par rapport à un disque ou à une scie. Donc, on est effectivement sur des mécanismes qui sont très sécurisants. Alors, juste une petite parenthèse par rapport au sinus. Les jeunes praticiens qui ont cette information, comme quoi il n'y a pas de risque pour la membrane sinusienne, et surtout dans les techniques à rapport cristal, ils ont l'impression qu'ils peuvent aller avec ces inserts de manière brutale à l'intérieur du sinus sans qu'il y ait de risque. Mais alors qu'ils oublient qu'il y a un étirement de la membrane reste collée à tout le pourtour du sinus, et ne serait-ce que par l'effet poussé de cette membrane qu'elle va déchirer. Elle ne va pas déchirer avec la piezo. D'ailleurs, ça a été cité dans l'article que tu as montré tout à l'heure de Wallace en 2007, où ils ont parlé de certaines compétences du chirurgien qui va, au moment où il va passer cette corticale, il va arrêter de pousser. Il va plutôt utiliser la patte d'éléphant pour envoyer de l'eau et soulever la membrane, où il va rentrer les petits écarteurs courbes pour essayer de commencer à amorcer le décollement de la membrane avant de commencer à continuer son élargissement de flux. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire que ne pas déchirer les tissus mous ou ne pas heurter les tissus mous a une limite mécanique qui est liée à l'opérateur. Tout à fait. Martin, we have our friends from Holland. Martin. Hi, guys. Martin. We need your opinion on the piezo. I know you're a big user too. I like it a lot. It's a very safe instrument to use, especially with sinus lifts. I liked it a lot. Also have a question for you in that one, because I like it through the Crestel approach a lot to make less of a wound in the patient. What I was wondering, you were using xenograph there when you used the Crestel approach? Yes.
I myself have a lot of experience with the biosynthetic putties. Have you ever tried that also? Because it's less aggressive, less sharp, will give less rupture. Right. Have you tried it also? Yes, I did. But you still prefer xenograft? Well, you know, we have an issue with the distributor of bottles, so that's why I work. But the xenograft I've been using BIOS for the last 20 years, and good results. Very predictable. Yes, very pleased. And I use the small particles, and I hydrate it, so don't use the big particle for the internal sinus lift, not to tear the membranes. That is one of the reasons why I do like to use it. Okay, what is your indication to do the lateral or the crestal, and do you also place a lot of implants doing the lateral sinus lift at the same time? Because I saw now some examples of just the sinus lift with the bone graft. Yes, well, you know, it's a very nice question, but I think it has to do with the patient's factor. So you have to see what kind of patient you have in front of you. Is this a patient who's compliant, heavy medical history, smoker, non-smoker, diabetes, controlled, non-controlled? So you have the patient's factor, one of them. Two, you have to see the defect. If you can put the implant and have it stable with a good primary stability, then I will tend to do both at the same time. So you need to have at least some thickness, and at least I would say, you know, if you want to go extreme, you can place an implant in a 2 millimeter of height of bone, but you have to have some thickness. Three, you have to use an implant design that will give you this primary stability. So if you have a good patient factor, controlled factors, the defect factor is the second decision factor in my opinion. Three, of course, you have to control all the parameters to minimize complications. Okay, thank you. Jafar, comment tu décides entre internal et external? Quel est pour toi et Simon? J'aimerais bien écouter toi et Simon votre avis. Et Georges. Alors, mais je pense que la décision vient principalement de l'anatomie du sinus lui-même. Je veux dire, je pense que c'est une décision qui devrait être prise ou discutée dans les cas de large édentation. Pour être honnête avec toi, quand aujourd'hui je suis dans une édentation 1-2 dents, 3 dents, je peux sans aucun problème décider 100% d'avoir un accès crestal. Quand j'ai par contre une selle postérieure qui est extrêmement longue, qui va de la canine jusqu'à l'arrière, je suis beaucoup plus tranquille quand j'ouvre la fenêtre et j'ai un contrôle sur la partie antérieure et postérieure de mon ouverture pour avoir une assurance que je n'ai pas laissé un endroit du sinus qui va être implanté dans un deuxième temps qui n'est pas rempli. Et ça, c'est difficile de faire ça et de faire un scan juste après. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut, je pense, avoir un contrôle clinique de l'histoire. Deuxième chose, c'est que quand je dois faire un aménagement volumétrique type onlay grafts aussi, ce qui aujourd'hui, comme l'a dit Georges tout à l'heure, est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, qu'on fait les deux. On va combler le sinus, mais on va aussi améliorer l'état volumétrique pour une meilleure esthétique. À ce moment-là, il est clair que je fais un abord externe et comme ça, je peux travailler vraiment la phase vestibulaire et mon profil d'émergence convenablement. Mais c'est vraiment, comme tu as dit, c'est au cas par cas et c'est au feeling. C'est aussi le patient, quand c'est des patients qui sont extrêmement perturbés par l'aspect chirurgical, on va aller dans le minimalement invasif. Parce que si tu veux classer l'abord du sinus crestal, voie latérale, comme étant invasif, pas invasif, il est clair que le crestal est moins invasif et minimalement invasif par rapport à l'autre. Donc là aussi, c'est des décisions prises par rapport au patient. Voilà. Tout à fait. C'est bon.
si on reprend la définition de Jensen, qui est toujours la base de la recommandation, c'est 0,3 mm à bord latéral sans pose d'implant, 4 mm, donc pose d'implant, puisque tu arrives à retrouver ta stabilité primaire et fenêtre latérale, et plus que 5, transcrestal, et puis avec donc ça c'est la définition de base qui est jusqu'à aujourd'hui les recommandations. Alors tu sais que moi, je sors beaucoup de ça. Mais toi, tu aimes pousser un peu l'enveloppe. Surtout transcrestal, et puis avec les publications à 10 ans qu'on a fait sans biomatériaux. Donc moi, du moment où je peux poser l'implant avec une stabilité primaire, donc 4 mm, nous on fait sinus ostéotome et sans aucun biomatériau, que ce soit bio-os ou pas. Et on a les publications avec Rabanedir et puis Bischoff avec 10 ans de recul, avec des résultats impressionnants sur la reformation osseuse, la néoformation osseuse avec le dôme de l'implant. Donc ça, c'est juste pour la question de avec biomatériaux ou pas. Pour élévation de combien de millimètres? Aujourd'hui, tu sais, on parle de la microchirurgie, tout a changé dans l'implantologie. Hein. On voulait mettre des implants de 14 mm à l'époque, de 16. Aujourd'hui, donc si j'arrive à gagner avec jusqu'à 4 mm facilement avec la transcrestale, donc si j'ai un 4 mm, je mettrai un 8 facilement. Donc on parle de la microchirurgie, tout a évolué là-dessus. Le diamètre de l'implant, on en a parlé. On n'a plus besoin d'implants standard, disons de diamètre standard. On a les micro-implants maintenant. Et la longueur aussi. On considère aujourd'hui un implant court moins que 6 mm. On était 8, on descend à 6. Du coup, les choses évoluent tout à fait dans une diminution de la chirurgie, diminution des greffes osseuses, avec les implants qui deviennent de plus en plus courts. Georges, tu fais une élévation interne sans pose de greffe osseuse? Alors, je voudrais préalablement, avant de parler avec ou sans greffe, effectivement, revenir un petit peu sur l'indication de l'une ou de l'autre. Vous savez, en France, on a beaucoup de jurisprudence, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de situations qui sont avec des complications, qui sont passées avec des expertises et où il y a eu des condamnations. Donc, on fonctionne un petit peu différemment, c'est-à-dire que le principe de sécurité et le principe de moyens doivent être parfaitement respectés. Donc, pourquoi je dis ça en préambule? Parce qu'il y a une jurisprudence très intéressante de deux correspondants qui ont travaillé ensemble, l'un qui a réalisé l'augmentation osseuse et le deuxième qui a réalisé la pose de l'implant. Il se trouve que l'abord crestal a été réalisé pour faire le soulevé et un autre praticien a posé dans un deuxième temps l'implant. Et l'implant est parti dans le sinus parce qu'il n'était pas dans la zone ossifiée. Ce qui veut dire que, pour moi, l'indication qui se pose de premier abord est systématiquement une indication d'abord crestal, à condition que l'implant soit placé en simultané en péropératoire. On peut toujours imaginer faire une injection hydraulique, et j'en ai fait beaucoup, et pour ceux qui l'ont fait, vous le savez que quand vous faites une injection hydraulique, l'augmentation osseuse va se faire non pas en dôme, mais elle va se faire là où il y a la moindre résistance de la muqueuse. Elle peut partir en mésial, elle peut partir en palatin, elle peut partir en distal. Donc on n'a pas de contrôle de cette augmentation à partir du moment où l'implant ne sert pas de tuteur, comme ça a été dit. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, l'indication de la voie crestale se pose aussi quand vous avez un mur osseux vestibulaire très épais ou le passage d'une artère transverse, effectivement, qui est un facteur à risque. Mais il ne faut pas pour autant rester dogmatique, et ça nous est arrivé à tous, par un abord crestal, soit parce qu'on surveillait une intervention, soit d'un au début, d'avoir une rupture, et qu'est-ce qu'on faisait à ce stade-là? On passait par la voie latérale. Donc les deux voies ne sont pas opposables, et comme je pense Martin le disait tout à l'heure, sorry Martin, I speak a little bit quickly in French, I hope you understand what I'm saying. I understand most of it, but it goes quick. Okay, great. Donc, à partir du moment où on fait une augmentation osseuse qui représente un volume, ce n'est pas tant le volume osseux résiduel qui est intéressant, mais c'est l'objectif de gain, comme le disait Jafar tout à l'heure. C'est-à-dire, si l'objectif de gain est de 3-4 mm, oui, effectivement, on peut très bien se dire qu'avec la piezo, avec la poussée hydraulique, on a une augmentation sans risque de rupture, parce que pour que nos amis ne soient pas perdus, qui nous suivent, soulever avec l'implant de 4 mm ou avec l'ostéotome seul de 4 mm présente un risque de déchirure de la membrane. Donc, il faut une poussée hydraulique pour décoller et après passer effectivement l'implant et obtenir cet effet de dôme.
Donc, ce n'est pas aussi simple de trancher que tout le monde change demain alors que le protocole n'est pas le même. Donc, il faut être très vigilant sur ces indications qu'on peut donner. Attends. Bien, bien dit. Bien, D'autres questions? Vous utilisez toujours, moi j'ai une question pour vous tous, pour les cas de split ridge, est-ce que vous trouvez toujours que comme technique, elle est toujours vivante, cette technique? Georges, je sais que toi tu l'aimes, tu adores cette technique. J'adore aussi. Alors, puisqu'en fait tu me poses la question, pour ma part, oui, je trouve que c'est une technique qui reste toujours intéressante. Dans des cadres de crête avec des axes osseux adéquats ou des corrections volumiques de plus grande dimension, si on doit corriger 6, 7, 8 mm d'épaisseur, c'est la seule technique qui permette de placer l'implant en même temps. Donc, rien qu'en ce sens-là, elle se justifie. Elle est à nuancer par rapport au risque de complications, d'ischémie de ce volet-là, mais dans ce cas-là, le contrepoids, quel qu'il soit, redevient une chirurgie à 2 temps chirurgicaux. Donc, effectivement, elle a toujours sa place. Elle a toujours sa place dans des indications, mais comme tout, on faisait que du crestal, que du latéral en sinus, et aujourd'hui est passé après une mode de que du crestal, et aujourd'hui on trouve le juste équilibre, comme le disait Jafar, par rapport à l'indication. Et toute la chirurgie est un éternel aller-retour. On voit une technique, une autre la remplace, puis on se rend compte, eh bien, aujourd'hui, si je te posais une question par rapport à la régénération osseuse, et tu as déjà répondu partiellement, quand tu as une complication de régénération osseuse, c'est quoi ton deuxième choix d'augmentation osseuse? Tu vas me dire, c'est l'autologue. Alors qu'aujourd'hui, à 90%, on n'utilise plus de l'autologue ou 95%. Donc, c'est toujours un petit peu cette question d'équilibre et de critères de choix, facteurs de risque, avantage. Tout à fait. Alors, pour le split, si je peux rajouter quelque chose pour le split, une des seules choses que m'a rajouté la piezo pour les splits de crête. Je commençais à en faire il y a peut-être 20 ans et avec différents instruments, comme a dit Georges tout à l'heure, en commençant avec le disque pour avoir quelque chose de très propre au niveau cristal, surtout quand c'est extrêmement fin, et puis commencer tout doucement avec des ciseaux à os de plus en plus larges. Ça prend du temps, c'est laborieux et tout. Aujourd'hui, c'est vrai que la piezo, une fois qu'on a passé, ça c'est très très important, et si vous voulez me corriger, n'hésitez pas, une fois qu'on a passé la partie où les deux corticales sont collées l'une à l'autre, on peut commencer à utiliser la piezo, et pas avant. Parce que je trouve que l'utilisation de la piezo, quand les deux corticales ont une certaine longueur d'adhésion, et qu'on utilise la piezo, on provoque certaines petites fissures dans la corticale qu'on voit très bien quand on travaille au microscope. On voit ça super bien, alors que c'est beaucoup plus intéressant, dès qu'on a passé cette corticale, d'aller à ce moment-là avec les inserts piezo qui sont de plus en plus larges. Maintenant, il y en a qui s'élargissent, qui peuvent vous permettre de faire l'élargissement des deux crêtes sans aucun souci. Mais je passe toujours de manière extrêmement précautionneuse les deux corticales, et puis je commence à travailler avec la piezo. Et deuxième intérêt que je trouve exceptionnel, c'est qu'on fait aujourd'hui quand on doit splitter une crête, moi je fais très souvent comme des incisions horizontales, et je fais une incision de ma corticale en mésiale et en distale pour pouvoir ouvrir le volet et qu'il ne fasse pas ouverture en œil, qu'il y ait vraiment une bonne ouverture qui part du devant à l'arrière. Et bien entendu, avec le split de crête, toujours renforcé avec de l'os autologue ou artificiel en vestibulaire, parce que sinon, cette corticale externe qui fatalement sera moins vascularisée parce qu'elle a été un peu traumatisée, risque de partir en résorption après coup. Sur ça, enfin, je peux rajouter la question quand il s'agit de l'indication de split ridge. Avec les fraisages d'osseux densification, est-ce que vous avez de l'expérience, Simon, Georges, Martin? Parce que moi, j'en utilise plus souvent maintenant, et je peux vous dire, je fais de moins en moins de greffes osseuses de split ridge. C'est pour cela que j'ai posé la question, est-ce que vous en faites encore plus aujourd'hui?
Alors, si je peux me permettre de revenir un petit peu sur l'échange de Jafar et également la tienne, euh, je pense que quand on parle de piezo, il faudrait comparer la disponibilité du matériel en fonction des fabricants. Et ce n'est pas une publicité pour l'un ou pour l'autre, mais aujourd'hui, nous avons une famille d'implants qu'on appelle les OT12 et les OT13 qui sont entre 0,3 et 0,4 mm. Donc, on a des inserts qui sont extrêmement fins. Et pour ma part, depuis à peu près 2004, puisque à partir de 2004, j'ai commencé les ostéotomies transversales contrôlées. Comme tu le décris, Jafar, c'est là où j'avais décrit en 2005, à l'époque aussi FAC, les ostéotomies encadrées avec les ostéotomies latérales et la corticotomie apicale. Eh bien, à partir de cette époque-là, j'ai toujours utilisé le piezo de première intention. C'est-à-dire même dans les crêtes très très minces, avant avec les OT7 que nous avions pour parler de Mectron et du système de Baccellotti, on avait des inserts qui étaient avec des dents crantées très agressives, avec des microfractures et surtout une difficulté de dessiner un contour. Mais avec ceux qu'on a maintenant depuis 5 ans ou 6 ans, les OT13, on a des coupes qui sont extrêmement fines, des dents qui sont extrêmement très peu crantées, et puis pas vraiment de difficultés particulières à cliver sur 2, 3 ou 4 mm de cortical. Maintenant, je voudrais aussi revenir et confirmer ce que dit Jafar sur ce point, sur la dépériostation, sur la rupture vasculaire et sur le remodelage. Pour ma part, dès que je commence à avoir une corticale qui dépasse les 3 mm ou 4 mm de soudure, ce n'est plus une indication pour moi d'ostéotomie parce que là, le risque ischémique et de résorption, je le trouve assez important. Et pour avoir fait beaucoup de CT, on a publié, et on a une au GEMI actuellement, qui est partie sur 123 ostéotomies transversales, qui est partie il y a maintenant 5-6 mois, et on est en redeuxième écriture sur les corrections, et sur les mesures des résorptions verticales et des résorptions transversales. Vraiment, pour moi, aujourd'hui, je suis persuadé que la soudure des corticales, c'est-à-dire l'os de type D1 sur 3-4 mm, est une situation qui n'est plus pour moi de première intention d'ostéotomie d'expansion. Et Dieu sait que j'en étais, on va dire, le défenseur et que j'en étais profondément convaincu. Aujourd'hui, je me nuance un peu plus. Excellent. Donc, vous partez beaucoup plus vers une construction par apposition. Alors, oui, davantage par régénération. Quand il y a une soudure trop importante, par rapport à ce risque ischémique, et je les ai eu, j'ai eu beaucoup d'ischémie sur ce point, que ce soit avec les disques ou avec les scies, non, parce que les scies, c'est incontrôlable en direction. Que ce soit avec les disques, les fraises, n'en parlons pas. Et même avec la piezo, j'ai eu des cas d'ischémie secondaire précisément dans les os de type D1 que je considère sur les millimètres stratégiques qui sont les 4 ou 5 premiers millimètres. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est devenu un critère d'indication. Excellent. Les fraises, osteodensification burst, expérience. Pour ma part, non, c'est bon, je monopolise trop. C'est bon. Après. No, I didn't get the question, so. Do you have any experience using the osteodensification burst instead of drilling, the reverse drilling burst type? No, I don't. Sorry. Simon? Non. Jafar? Alors, je pense que j'ai eu un des premiers kits de cette densification qui m'a été donné par Salah Ouest à un congrès aux États-Unis, je ne sais plus lequel. Il m'a dit essaye ça, essaye ça, et dis-moi un tout petit peu ce que tu en penses. Je pense que je n'avais pas réellement toutes les informations qui sont aujourd'hui enseignées dans les différents cours d'utilisation de forêts d'ostéodensification. Et j'ai trouvé ça très séduisant, mais j'ai eu pas mal de surprises dans les autres types 1 et 2 où il y a réellement un gros souci de oui, la pression sur l'os, c'est très probablement l'échauffement reste un gros problème. Si jamais le cas n'est pas une bonne indication et qu'on n'est pas vraiment dans une libération de toute tension au niveau de l'os, je pense que il faut se renseigner avant de les utiliser. Et entendu, on ne parle pas de l'os type 3 et type 4 qui reste du beurre, et l'utilisation de l'ostéodensification est un principe qui est extrêmement safe.
Mais dès qu'on est dans des situations là où il faut choisir, est-ce que c'est un split de crête ou est-ce que, je veux dire, là, on commence à être dans une typologie d'os qui peut être même une contre-indication à l'osseodensification. Et là, vraiment, je sollicite l'avis de Georges qui a une expérience plus importante dans les splits et nous dire, moi j'ai eu quelques surprises. Voilà, dans certains os avec une corticale importante, j'ai eu quelques surprises pas très agréables. Surtout au niveau de la mandibule. Et je voudrais vous reconfirmer ce que tu viens de dire aussi, Jafar. Je pense qu'on a tendance un petit peu trop à confondre deux principes. La condensation qui va entraîner une compression des fibres et qui est strictement destinée à ce que tu décrivais comme étant le type d'os de type D3, D4, et les augmentations volumétriques comme une expansion osseuse qui basent, elles, le principe sur un principe de fracture des fibres de collagène minéralisées. À chaque fois, quelle que soit la structure osseuse, à chaque fois qu'on va la soumettre à un stress qui dépasse son module d'élasticité, on va se retrouver avec des ischémies et des résorptions, voire des réactions inflammatoires majeures et des échecs implantaires, même dans un os de type D3, D4. Si dans un os de D3, D4, je veux mettre un implant de 5 mm et j'utilise des ostéocondenseurs sans forage, j'aurai une ischémie même si c'est un D3, D4. Donc, la problématique à la mandibule, elle est oubliée. Au maxillaire, ce que je n'aime pas dans les condensations, c'est que ça entraîne une déformation symétrique sur les deux parois, c'est-à-dire la paroi palatine avec une contrainte élevée et la paroi vestibulaire, ce qui ne correspond pas toujours à l'anatomie de la résorption. L'anatomie de la résorption, quand elle est initiale non infectieuse, elle est monodirectionnelle, elle est transversale du mur vestibulaire. Et donc ce mur a corrigé, et ça, le premier à en avoir parlé, c'était Hill Tatum dans les années 80, dans les expansions, et tu l'as dit, Jafar, avec les différents types, et notamment les expanseurs en 2001, où on expanse d'un côté et on s'appuie sur l'autre. Donc la condensation au maxillaire, oui. La condensation pour un soulevé cristal avec les reverse cuts sous le sinus maxillaire, pourquoi pas. Dans des os fins, dans des os, on va dire, de densité conventionnelle et surtout pour des volumes d'implants où on va déplacer 3 à 4 mm, je ne pense pas que ce soit la bonne indication. Il y a une question, merci Georges, c'est très précieux ce que tu es en train de nous raconter là. Il y a une question de l'audience ici de Jonas Obeid. Moi, j'utilise un insert diamanté pointu comme un stylo pour faire mon volet sinusien et je trouve que c'est hyper rapide, même plus qu'une fraise à os. Praticien indépendant et puis expertise, Jonas, bonjour. Oui, effectivement, à partir du moment où on a une habitude sur un instrument, je pense que si on pose la question au panel on va dire de toute l'assemblée ce soir, chacun va donner une opinion un petit peu différente sur ce qu'est la notion de rapidité et comment on s'appuie avec un instrument. Pourquoi pas, j'oserais dire, c'est un outil et ce n'est pas l'outil qui fait l'acte, c'est l'opérateur qui fait l'acte. L'outil n'est là que pour le servir. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, pour utiliser des fraises diamantées ou des fraises tungstène, on peut l'utiliser sur un bac rouge ou sur une pièce à main et chacun va avoir une visualisation différente de la notion de vitesse. Alors, il complète sa question en disant quelle est la meilleure machine de piezo. C'est un peu, il a un peu lu dans ton cerveau ce que tu allais dire. Donc, quelle est la meilleure machine de piezo selon vous, objectivement? Monsieur le conférencier, ne nous laisse pas répondre à des questions difficiles alors que c'est un conférencier. Il ne répond pas juste. Nous, on répond pour créer la discussion. C'est toi le responsable. C'est toi le responsable. Comment on va répondre? Vas-y. Moi, j'ai commencé en 2004 avec une machine qui s'appelait Exacron à l'époque. Puis, j'ai eu Mectron, 3 générations. Et maintenant, j'utilise le VarioSurge de NSK. Et donc, je peux te dire que je suis satisfait avec le NSK, honnêtement. Mais bon, on est là dans une conférence scientifique. J'aime pas trop parler de marque. Mais je pense c'est pas seulement la machine. Je pense que c'est un peu le tout. Le service, les gens avec qui tu travailles, les affaires. Il faut avoir un agent qui te
dépanne si tu as besoin d'un support, que ce soit au niveau des inserts, au niveau de… C'est un peu de tout, quoi, je dirais. Alors, c'est juste pour répondre à notre confrère, il y a des publications intéressantes qui ont comparé l'échauffement de l'os avec différentes machines. Comme a dit Georges, la vitesse de coupe n'est pas à la limite très importante. Si on a une vitesse de coupe qui est plus rapide, mais avec un échauffement dramatiquement plus important, je veux dire, je ne sais pas si c'est un vrai intérêt. Georges, en partant, j'ai juste lu la question là, par rapport à objectivement quelle est la meilleure machine, mais je ne pense pas qu'on répondra parce qu'on sera de toute manière pas objectif. Absolument. À partir du moment où on a une habitude avec l'un ou l'autre. Mais je disais qu'il y avait des publications scientifiques qui étaient intéressantes, qui comparaient la vitesse de courbe versus échauffement. Je veux dire, c'est des données scientifiques tangibles, utilisables pour faire son choix par rapport aux différentes machines, mais il est très compliqué aujourd'hui il y a le choix des inserts. Oui, absolument. C'est ce que j'allais dire. Possibilités avec des inserts très, très intéressants qui existent chez l'un et pas chez l'autre. Et malheureusement, on trouve d'autres plus intéressants chez l'autre et pas chez celui qu'on utilise. Donc, c'est une réponse un peu compliquée à donner. Alors peut-être pour essayer un tout petit peu pour la personne qui a posé la question de lui donner une orientation de choix, à mon humble avis, le piezo ne doit pas couper. C'est-à-dire que l'insert en lui-même ne doit pas être séquent. Il doit agir en résonance. Parce que dès qu'il devient séquent comme une lame, et il y a certains inserts qui le sont, on retrouve tout le danger d'un ciseau à os à proximité de structures nerveuses ou vasculaires. Donc, je pense que si on doit vous donner un conseil, cher ami, je ne vois pas qui c'est, sur cette question, c'est essayer d'abord de regarder les inserts par rapport à l'usage. Est-ce que vous voulez l'utiliser pour une dent de sagesse, comme tu le disais tout à l'heure, Alain? Et dans ce cas-là, choisissez bien des inserts qui ne soient pas des inserts séquents. Si vous voulez l'utiliser pour extraire une dent avec une syndesmotomie et que votre objectif principal, c'est l'extraction, implantation immédiate et que vous avez vraiment une activité très ciblée sur cette partie de la dent unitaire avec des inserts de syndesmotomie très fins, là, vous pouvez vous accorder d'avoir des instruments plus coupants. Donc, c'est plus l'indication de votre choix et de l'insert qui est disponible par rapport à votre activité. Très bien. Il y a une question que j'ai reçue sur mon WhatsApp. J'ai parlé pendant la conférence que je l'utilise de plus en plus quand j'enlève, il y a des implants qui ont des échecs ou des implants qui ont une perte osseuse. Et, honnêtement, j'enlève pas mal d'implants les dernières années. J'ai pas mal d'implants qui m'ont été envoyés, qui ont eu des échecs, des périimplantites. Et avant, dans le temps, on utilisait des fraises, puis on a utilisé comment on appelle les fraises de boxe. Les tréfonds. Tréfonds, oui, voilà. Et je peux vous dire que petit à petit, par hasard, j'ai essayé une fois, j'avais du mal à enlever avec le reverse torque parce qu'il n'y avait pas ces machines encore de retirer les implants. Donc, je n'avais pas cette machine à l'époque et j'avais le piezo. Et je me suis dit, je vais essayer avec le piezo, avec des petits inserts parce que les NSK, ils ont vraiment des petits inserts. C'est fragile, ça c'est sûr. Ça risque de casser, mais ils sont vraiment très fins et on peut faire le tour autour de l'implant. Je peux vous dire que, honnêtement, j'ai découvert une indication d'enlever des implants en utilisant la piezo. Il n'y a pas de publication là-dessus, mais pour moi, cliniquement, j'utilise ça très souvent. Tu le préfères au kit d'explantation, comme tu as dit, les kits d'extracteur? Oui. Reverse torque? Reverse torque, les kits de Sullivan. Maintenant, j'ai le kit, mais à l'époque, je n'avais pas le kit. Et donc, parfois, tu as deux cas d'explantation. Là, si tu n'as pas le de faire l'autoclave de cette kit, tu peux utiliser la pièce pour l'identification. Ok. Très bien, messieurs. Je pense qu'on est arrivé pratiquement on est à 2h moins quart de panel. Je ne sais pas si on a des directives de notre hôte, M. Tony Dib, par rapport au temps.
C'était un grand plaisir de vous retrouver, chers amis, virtuellement. J'espère que vous serez au Liban très prochainement parce que le Liban a besoin de vous. Bravo Alain, merci encore. C'était une très belle séance. Merci les amis, merci Jafar, Simon. Merci à tous. Merci à tous. Alors, juste Tony. pour conclure, je tiens à remercier Tony qui est un vrai entrepreneur. Je le rencontre partout dans les congrès arabes. C'est toujours la figure qui est là pour aller voir un peu ce qu'il y a moyen de faire, ce qu'il y a moyen de promouvoir. C'est un vrai entrepreneur. Je remercie infiniment d'avoir permis de réunir tout ce beau monde autour de ce sujet et de ce conférencier que j'adore. Et vraiment, quand vous voulez, Tony, on est à ta disposition. On t'aime beaucoup et n'hésite pas à nous ressolliciter. Merci. Merci Tony. Au revoir tout le monde. À bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir, Martin. See you guys. Thank you. Thank you, Martin. Thank you, Alain, for this. Merci, au revoir tout le monde. Ciao, guys. Merci. Merci à vous.